nous estimons que les pays à faible revenu de l'Afrique subsaharienne feront face à des besoins de financement extérieur supplémentaires de l'ordre de 245 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Aujourd'hui, une nouvelle perspective pour l'Afrique subsaharienne. Et ce chiffre s'élève à 425 milliards de dollars pour l'ensemble de la région. Je suis Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales pour l'Afrique subsaharienne dans le département Afrique du Fonds monétaire international. Et bienvenue à l'écoute de ce podcast du FMI. Bien qu'il ait des signes de reprise dans certaines régions du monde, principalement dans les économies avancées, l'Afrique subsaharienne est toujours aux prises avec cette crise sanitaire et économique sans précédent. La deuxième vague d'infection au COVID-19 était pire que la première et les pays se préparent à plus, alors que l'accès au vaccin est au mieux limité. Les dernières perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne présentent les défis auxquels la région est confrontée et formulent des recommandations politiques pour faire face à des problèmes critiques tels que la gestion de la dette et le financement de l'achat de vaccins. Papa Ndiaye dirige l'équipe qui produit le rapport semestriel disponible en ligne sur imf.org. Alors, l'Afrique subsaharienne est-elle en meilleure position maintenant qu'elle était à l'automne? Oui et non. Et cette réponse s'applique à la fois à la situation sanitaire, mais aussi à la situation économique. Sur le plan de la santé, les chiffres officiels en termes du nombre d'infections sont plus faibles que dans d'autres régions. Et plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer ce nombre plus faible d'infections que dans d'autres pays. En particulier, donc, le fait que les pays aient mis en œuvre rapidement des mesures barrières et des mesures de confinement pour limiter la contagion. Mais aussi le fait que la région, pour des raisons vraiment démographiques liées peut-être à sa population plus jeune, soit un peu plus résiliente. Mais de notre point de vue, nous pensons qu'il faut être prudent, car les chiffres officiels ne reflètent peut-être pas l'ampleur de la crise sanitaire avec les capacités plus limitées de tester la population, mais aussi avec le fait que plusieurs pays sont toujours aux prises avec de multiples vagues d'infections qui sont plus aiguës que la première vague. Donc ça, c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan économique, en 2020, il est vrai que la croissance a été meilleure que prévu, mais ceci étant, le taux de croissance était de moins 1,9% et ce taux reste le pire jamais enregistré. Donc, la crise économique a été quand même assez dure pour l'Afrique. Et en 2021, l'Afrique subsaharienne aura la croissance la plus lente du monde, avec une croissance de 3,4%. Et on anticipe, on prévoit que, en termes de PIB par tête ou de revenus par tête, la région ne reviendra à son niveau de 2019, elle ne reviendra pas avant 2022. Donc la région ne reviendra pas à son niveau de 2019 avant 2022. Et dans 13 pays où vivent 370 millions d'habitants et des pays qui représentent 55% du PIB de l'Afrique subsaharienne, les revenus par habitant ne reviendront pas au niveau d'avant la crise, avant la fin de 2025. Donc ceci augmente les risques de séquelles à long terme que la région pourrait subir de la crise de la COVID-19. Et après des années de progrès, le fossé économique entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde se creuse. Alors, nous voyons des reprises économiques un peu partout dans le monde et c'est en grande partie grâce aux vaccins. Dans quelle mesure ce problème d'accès aux vaccins en Afrique est-il entravé les perspectives de reprise?
C'est un facteur essentiel. C'est un facteur essentiel derrière la reprise moins soutenue. Il y a d'autres facteurs, mais la disponibilité des vaccins en est un. Et je dois d'abord dire que dans la lutte contre la COVID-19, l'effort mondial qu'on a vu pour développer un vaccin efficace a vraiment été exceptionnel. Mais il y a cependant des risques d'élargissement de l'écart entre les pays d'avancée et les pays de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, on a vu que certaines économies avancées ont obtenu des doses de vaccins suffisantes pour couvrir leur population plusieurs fois, à plusieurs reprises, tandis que de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont du mal à simplement vacciner leurs agents de première ligne cette année et auront du mal à atteindre une disponibilité généralisée avant 2023. Donc, une vaccination rapide renforcerait la confiance, aiderait à soutenir l'investissement, à soutenir la croissance et réduirait les besoins de mesures d'urgence et par là ajouterait à la marge de manière politique. Alors, l'Afrique peut-elle fabriquer ses propres vaccins? Et les pays disposent-ils l'infrastructure nécessaire pour déployer des vaccins à grande échelle? Il existe dans la sous-région des installations pour produire des vaccins en général. Vous avez par exemple des installations comme pour produire le vaccin contre la fièvre jaune au Sénégal. Et en Afrique du Sud, il y a une entreprise qui est actuellement impliquée dans la production du vaccin Johnson & Johnson. Et pour le déploiement de la vaccination à grande échelle, on a vu l'exemple des campagnes de vaccination contre des maladies telles que la méningite, par exemple. Donc le savoir-faire existe dans de nombreux pays. Enfin, la question est de savoir à quelle vitesse cela peut être fait à l'échelle nécessaire pour faire face à cette crise actuelle. Donc là, ce qui se passe, c'est que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique en général s'appuieront sur l'initiative d'accès global au vaccin, le COVAX, et l'Union africaine pour sécuriser les doses initiales pour leur population. Mais des efforts supplémentaires devraient être poursuivis pour un déploiement rapide. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pays travaillent avec l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale pour se préparer en termes de logistique, de formation du personnel et des campagnes de sensibilisation, entre autres. Mais COVAX et les programmes de l'UA ne parviennent pas, jusqu'à présent en tout cas, à fournir les quantités de vaccins nécessaires et il est fort probable que les pays devront acheter leurs propres vaccins avec des niveaux d'endettement déjà si élevés. Comment les gouvernements africains peuvent-ils trouver les ressources dont ils ont besoin pour vacciner leur population? Et que passe-t-il s'ils ne le font pas? La priorité en termes des politiques reste de sauver des vies. Et cela nécessitera davantage de dépenses pour renforcer les systèmes de santé locaux et les efforts de confinement, ainsi que pour couvrir l'achat et la distribution de vaccins. Il faudra aussi élargir l'espace fiscal ou l'espace budgétaire en mobilisant les recettes intérieures, en donnant la priorité aux dépenses essentielles et en gérant mieux la dette publique. Comme l'a dit notre directrice générale, la politique des vaccins est une politique économique et pour la communauté internationale, il est essentiel d'assurer la couverture vaccinale pour l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas simplement une question de moyens d'existence locaux et de croissance locale. Assurer cette couverture vaccinale, c'est également un bien public mondial. Et pour chaque pays, partout, la reprise la plus durable nécessite un effort mondial qui couvre tout le monde. Et c'est pour cela qu'on appelle à ce que les restrictions à la diffusion des vaccins ou du matériel médical soient évitées
et que des initiatives multilatérales telles que COVAX soient entièrement financées et des mécanismes mis en place pour garantir que les doses excédentaires dans les pays riches soient redistribuées rapidement. Et vous avez parlé plutôt d'une divergence entre ce que l'Afrique vit et ce qui se passe dans les pays les plus avancés. Compte tenu de cette divergence, que faudrait-il pour remettre l'Afrique sur la voie de la convergence dans laquelle elle était avant la pandémie? Je dois d'abord dire que les partenaires de développement et les institutions financières internationales ont contribué à couvrir une part très importante des besoins d'urgence de la région en 2020. Et comme vous l'avez souligné, un soutien supplémentaire sera nécessaire pour augmenter les dépenses consacrées à la riposte à la pandémie, maintenir des réserves adéquates, mais aussi accélérer la reprise et ramener la région sur la voie de la convergence avec le reste du monde. Et pour ce faire, nous estimons que les pays à faible revenu de l'Afrique subsaharienne feront face à des besoins de financement extérieur supplémentaires de l'ordre de 245 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Et ce chiffre s'élève à 425 milliards de dollars pour l'ensemble de la région. Et répondre à de tels besoins de financement exigera des contributions importantes de toutes les sources possibles. Et cela comprend l'aide continue des institutions financières internationales que j'ai mentionnées, qui était conséquente en 2020, mais qui devra continuer. Un appui via l'aide publique au développement et l'allègement de la dette aux besoins. Donc, il faudra aussi un renforcement des capacités pour aider à garantir que les pays peuvent augmenter de manière efficace et efficiente les dépenses de développement. Et enfin, et surtout, tous ces efforts devront être complétés par la participation du secteur privé à travers des investissements privés plus conséquents. Et pour cela, des pays doivent mettre en place des réformes porteuses de changement et des réformes audacieuses pour accélérer la participation du secteur privé. La question du financement des besoins de développement de l'Afrique subsaharienne sera au cœur du forum international qui aura lieu en mai prochain à Paris. Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales du département Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruce. Papa Ndiaye dirige l'équipe qui produit les perspectives économiques régionales. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Il y a beaucoup plus dans le report, également publié en anglais. You can also listen to this podcast in English. Recherchez d'autres podcasts du FMI partout où vous obtenez vos podcasts et suivez-nous sur Twitter @IMF Podcast. Je m'appelle Bruce Edwards. Merci pour l'écoute.